Bonsoir à tous. Ne nous envoyez pas de ces 5 minutes délibérées qui tiennent au fait que les intempéries ralentissent le trafic et on voulait laisser aux derniers retardataires le temps de s'installer. Mais maintenant, nous allons passer au vif du sujet. Et avant de commencer ce parcours de l'œuvre dramatique de Véronique Olmy, c'est pas à vous que j'apprendrai que c'est aussi une romancière. La preuve d'ailleurs, les éditions au format de poche d'un grand nombre de ses livres, sinon la totalité de ses romans. Son œuvre dramatique est là, mais avant cela, tu me racontais tout à l'heure un souvenir qui me paraît très éclairant et que j'aimerais, si tu le veux bien, dont tu vas faire profiter nos amis. Tu as assisté un jour, enfant, à une représentation de l'adorable Julia, et on peut dire que d'une certaine manière, ça t'a peut-être conféré la vocation du théâtre. Oui, il y a eu... D'abord, bonsoir. Il y a eu deux choses. Il y a eu deux choses qui m'ont fait comprendre le théâtre. La première, c'était à l'Opéra Aix-en-Provence, où j'ai grandi. Et maman avait acheté des places au Paradis. À l'époque, on appelait ça comme ça. On n'avait pas beaucoup de sous, mais on voulait aller voir Faust, qui était l'opéra qu'on connaissait par cœur, l'opéra familial. Et à un moment, il y a l'air de Méphistophélès j'étais très jeune et ça m'avait terrifiée parce qu'il envoie Marguerite aux enfers, il a un rire sardonique et le ténor est applaudi, il s'arrête et il refait le morceau. Et là, pour moi, ça a été l'effondrement du quatrième mur, ça a été une déception terrible parce qu'il m'avait terrifiée. En plus, j'étais dans une famille catholique, donc j'étais persuadée que l'acteur était vraiment le diable et qu'il envoyait Marguerite aux enfers. Enfin, c'était terrible. Bon, elle a été sauvée. Mais c'était vraiment une déception. Et cette déception m'a accrochée. La deuxième déception, c'était j'étais à Paris et j'étais pas très âgée. Et il y avait Adorable Julia avec la grande Madeleine Robinson et Daniel Secaldi. Et dans la pièce, Julia, que jouait Madeleine Robinson, est une actrice. Et elle a une scène de ménage avec Daniel Secaldi. Et moi, j'étais très triste. Je pleure toujours quand une actrice pleure. Mais alors là, c'était terrible. J'étais petite. Elle pleure. Elle s'assied sur le lit. L'homme est méchant. Hein. Elle sanglote. Je sanglote avec elle. Et tout d'un coup, Madeleine Robinson s'arrête et fait « Ouais, c'est comme ça que je le jouerai. » Et je me suis dit « Ah, En fait, j'ai vu qu'elle se servait, l'actrice Madeleine Robinson se servait de la douleur de l'actrice trompée pour jouer l'actrice dans la pièce. Enfin, c'était une mise en abîme que je n'ai pas analysée sur le coup. Je suis sortie du théâtre, je suis rentrée à Aix-en-Provence et j'ai dit « Plus tard, je vais faire du théâtre. » Voilà. Et je ne savais pas encore sous quelle forme, mais c'est cette façon dont en fait, écrire ou jouer, c'est n'importe quel art. Je pense que c'est une façon de dire, d'exprimer ce qu'on n'arrive pas à exprimer autrement, ce qui nous traverse, ce qui nous bouleverse. Et je pense que voilà, Madeleine Robinson, ce jour-là, m'a fait comprendre cette sorte de thérapie, d'art-thérapie. Je voudrais qu'on s'arrête sur deux personnes auprès desquelles tu as travaillé à tes débuts. D'abord Jean-Laurent Cochet, qui a été ton professeur. Quel souvenir tu gardes de cela? Je garde le souvenir c'est Louis Jouvet disait la diction et la politesse du comédien, et je crois que Jean-Laurent nous a appris à des générations et des générations la politesse. C'est-à-dire qu'on apprenait à comprendre un texte à travers la façon dont on pouvait le proférer et donc le transmettre. Alors c'était ça peut paraître très basique et très technique, mais l'art, c'est aussi technique. C'est mathématique aussi d'écrire, c'est technique de dire du théâtre. Et ça, c'est quelque chose que je lui dois, vraiment. Alors après, c'était bien aussi parce qu'on s'est affranchi, on était tout un groupe d'élèves et on est parti en cours d'année, voilà, on a rompu avec le père, on a créé notre propre, comment on appelle ça en fin d'année, audition de fin d'année dans un autre théâtre, et tout ça fait partie de l'enseignement aussi finalement de s'affranchir de la tutelle, mais c'était profondément, Jean-Laurent Cochet m'a fait redécouvrir les textes classiques que j'aimais jeune, que le lycée m'avait appris à haïr, et il me les a rendus de nouveau. Et ça, vraiment, c'est un grand professeur, Jean-Laurent Cochet.
quelqu'un auprès duquel tu as travaillé, c'est Gabriel Garand. Garand a publié il y a quelques mois un livre autobiographique extrêmement émouvant à propos de sa famille, d'immigrés, de ses débuts dans la vie qui ne laissaient pas augurer qu'il serait un jour le patron historique du théâtre de la Commune et qui serait ce qu'il est devenu, c'est-à-dire vraiment un des patrons de la décentralisation dans les années héroïques. Là encore, comment les choses se sont-elles passées? Comment se passait le travail avec Garand? En fait, Garand, moi je l'avais rencontré pour l'audition de L'Homme Gris, la pièce de Marie Laberge, qui était jouée avec Claude Pieplu. Et je me souviens très bien du jour où j'ai auditionné chez lui parce que c'était le jour de l'enterrement de ma grand-mère, qui était la femme de ma vie. Et j'avais l'audition ce jour-là, donc j'y suis allée dans ma petite robe noire déjà. Et j'étais tellement innocente que Gabi m'a fait passer un essai et je ne savais pas que ça se faisait pas. Je mettais tout mon cœur et je me suis jetée dans ses bras en pleurant pour faire la pièce L'Homme Gris. Il a été un peu surpris par ma fougue. Voilà. Et puis, en fait, c'était très douloureux pour moi. Je n'ai pas eu le rôle. Et c'était une actrice magnifique qu'il a eue, dont je suis désolée d'oublier le nom parce qu'elle est décédée depuis. C'était une immense actrice. Et un jour, à 5h du matin, j'ai appelé Gabi et je lui ai dit, je l'appelais Monsieur Garand à l'époque, et je lui ai dit, voilà, bonjour monsieur, il est peut-être un peu tôt. Si je ne rentre pas dans un théâtre, je vais mourir. Alors il a été gentil, il m'a sauvée, il m'a dit, vous serez mon assistante. Alors c'était pas beaucoup par rapport au rôle de l'homme gris, mais j'ai pu rentrer dans un théâtre tous les jours grâce à lui. Et le début de l'écriture pour le théâtre, c'est consubstantiel au métier de comédienne chez toi ou c'est venu après? En fait, on est beaucoup d'auteurs à avoir commencé par jouer. Je crois que ça nous donne l'oreille en fait, parce que les cris c'est la scansion, c'est le rythme. Et moi j'avais suivi les cours de Jean-Laurent Cochet, donc toute la journée on était baignés dans les plus grands textes du théâtre. C'était un petit nuage quand même. Et puis l'après-midi, on allait faire les auditions. Je me souviens, sur les Champs-Élysées, on faisait les castings, Gaumont, etc., UGC. Et là, on arrivait ailleurs. On nous disait, non, t'es trop grosse, t'es trop maigre, t'es trop vieille, t'es trop jeune. Tu sais, la pub vache qui rit, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce métier? Moi, c'est Iphigénie, je veux dire. C'est bon. Mais comme je n'avais pas de proposition, je m'étais écrit un texte. Et je me suis dit, tout le monde va voir que je suis une grande actrice, et ça n'a pas marché. On a dit que j'écrivais bien, ce qui à l'époque, sans coquetterie aucune, à l'époque m'a beaucoup blessée parce que moi, je voulais jouer. Et je me suis dit, je vais arrêter d'écrire, je vais continuer de jouer. Et j'ai pris un texte de Marina Tsvetaeva qui s'appelait Le Diable, qui était à la première personne. Donc j'en ai tiré un petit monologue que j'ai joué. Et là, on a dit que Marina Tsvetaeva était une grande auteur, ça on le savait, même si à l'époque elle n'était pas en vogue comme aujourd'hui, et c'est bien, maintenant elle est vraiment énormément jouée et lue. Et puis les accidents de la vie sont souvent des bienfaits. Cette pièce de Marina Tsvetaeva, je l'ai tournée en Russie et j'attendais un bébé. Et en fait, j'ai porté le décor, j'ai pris l'avion, je logeais chez l'habitant. Et puis quand je suis rentrée en France, on m'a dit continuez, mais il n'y aura plus de bébé. Donc j'étais obligée de rester chez moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu, qu'est-ce que je sais faire? Comme dirait l'autre, je ne sais pas quoi faire. Parce que je ne sais rien faire à part lire et écrire. Et donc, j'ai écrit Pointe à la ligne. Et puis, voilà, Philippe Adrien l'a monté. Donc après, j'ai continué, etc. Voilà. Justement, on va revenir à tes textes maintenant, en commençant par Le Passage, qui a été publié aux éditions de l'Arche. Je crois que la quasi-totalité de tes écrits de théâtre ont été publiés. Et ça a été joué au théâtre de Vidi à Lausanne, avec Brigitte Jacques Wachmann comme metteur en scène, puis au théâtre des Abbesses. Et c'est une évocation de Marina Tsvetaeva dont tu viens de parler, et notamment de cette femme russe émigrée en Tchécoslovaquie puis en France, et de son fils, qui s'appelle Moore, c'est un diminutif. Et Tsvetaeva a disparu en 1900,
41, je crois, des choses comme ça. Elle est morte, oui, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est pendue. Et tu dis aujourd'hui, elle est reconnue comme effectivement un poète majeur, une poétesse majeure, certes. Enfin, elle n'est pas non plus, elle n'est pas illustre. Elle est illustre dans les pays de langue russe, bien sûr. Ici, elle est révérée. Et d'emblée, dans ce texte, quelque chose qui, je crois, caractérise beaucoup de tes œuvres, c'est précisément ce qu'on appelle improprement l'âme russe, c'est-à-dire une temporalité différente du théâtre français, une situation d'attente, une situation de détresse, évidemment, mais une détresse qui n'exclut pas l'espérance. Ce sont des bannis, Tsvetaeva et son fils, lorsque tu les représentes dans le passage. Peut-être, néanmoins, quelque chose se produira. Et j'aimerais, si tu veux bien, que tu nous lises ce passage, que je trouve, quant à moi, tout à fait magnifique, qui est à la fin de l'acte 2. Encore une fois, ils sont exilés, ils sont malheureux, ils ont froid, ils ont faim, les choses les plus élémentaires, mais l'espoir n'est pas complètement mort. J'ai mis entre crochets ce qui me paraît c'est une petite surprise, ça. Alors, j'ai sorti ça. Ouais. Bah oui. Le contexte importe peu, c'est Moore, le fils de Tsvetaeva, et sa mère. J'essaye de voir où c'est dans la pièce. Faut dire, alors donc ils préparent leur départ, hein, c'est ça. En fait, c'est le NKVD, l'ancêtre du KGB, qui les a relégués dans un hôtel qui existe toujours, boulevard Pasteur, l'Innova Hotel, et pour mieux les surveiller, et qui leur paye le voyage à la fois retour et non retour, parce que c'était la Russie devenue URSS, SSSR. Et donc Mourtchik, lui, il a 14 ans, ils font leur valise, et voilà. Il a envie de partir, de connaître son pays inconnu, et elle a la prescience qu'il ne faut pas rentrer. Moore. Ce que nous vivons en ce moment, un jour nous en sourirons, n'est-ce pas, Marina Ivanovna? Oui, Mourtchik, nous en sourirons. On entend les rires d'un homme et d'une femme, la voix d'un homme. Ah, la petite Angèle, le petit agneau, ah, la voix d'une femme. Marcel, ah, quel voyou, Marcel, quel voyou. Marina. Et de cela aussi, nous sourirons. Marina prend une valise remplie de papiers qu'elle commence à trier. Elle s'arrête sur une coupure de journal jauni qu'elle se met à lire. Moore. Un jour peut-être, nous reviendrons à Paris en touristes. Nous reviendrons boire des chocolats et du champagne. Nous irons voir la Tour Eiffel et Notre-Dame comme font les étrangers. Un petit tour en Occident. Et puis un matin, nous descendrons le boulevard Pasteur. Nous nous arrêterons devant l'Innova Hotel. Ah, c'était ici, Innova Hotel. Alors, vous expliquerez à mes enfants que vous aviez peur de ma bicyclette, qu'il y avait des coupures d'eau chaude et des voisins amoureux, et les enfants n'écouteront pas, ne comprendront rien. Marina Ivanovna, vous n'écoutez pas, vous non plus. Je descends. Marina, je descends. Je reviendrai lorsque vous aurez fait de l'ordre. Vous m'entendez? Il s'approche d'elle. Ben, vous ne faites rien. Je vois bien que vous ne faites rien. Ah, le journal. Marina Ivanovna lit le journal, il est tout jauni. Il est plus périmé que périmé, il est pourri. Ah, ce que j'en ai marre. Vous avez entendu? Je descends. Oui, oui, mon chat, je t'entends. Fais bien attention avec la bicyclette. Ah, ce que j'en ai marre d'être ici, ce que j'en ai marre d'être ici, mais ce que j'en ai marre. Marina lit tout haut le journal. C'est à vous, écrivain du monde, que nous adressons ces mots. Comment expliquer que des gens comme vous, qui avez su, avec tant de perspicacité, sonder les profondeurs de l'âme humaine et pénétrer au cœur de l'histoire des peuples, puissent nous ignorer, nous, les Russes, condamnés à ronger nos fers au fond d'une abominable prison dressée contre la liberté d'expression. 1927. 1927. Elle se tourne vers l'icône. Oh oui, mon Dieu, faites que ce journal soit périmé. C'est bien les auteurs qui sont acteurs aussi, vous ne trouvez pas ?
Enfin bon, ce n'est pas non plus une condition sine qua non. Les nuits sans lune. Les nuits sans lune se déroulent dans une prison. Et se trouve là confrontée une infirmière, un prisonnier et un infirmier. Et on voit apparaître dans cette pièce, qui a été publiée en 1997, aux éditions de l'Arche, déjà des éléments qui sont essentiels dans ton œuvre, la violence, des sentiments, des gestes aussi, et le désir. Victor, qui est l'infirmier, est marié, et il raconte à Nathalie, qui est une jeune infirmière, plutôt bienveillante, les difficultés qu'il a dans sa vie. Il a épousé une femme qui a la peau noire, Victor, et il est un peu gêné parce qu'elle arbore fréquemment des couleurs vives. Il explique qu'il n'a pas de racisme, qui serait bien mal placé d'ailleurs pour développer quelque racisme que ce soit, mais on sent que chez lui les choses sont compliquées. Et puis, voici qu'intervient le personnage du détenu qui s'appelle Susini, et le rapport entre ce Susini et la jeune infirmière va se tendre. Voici ce que dit Susini. Je les entends planqués derrière la porte, ils ne peuvent pas s'empêcher de nous regarder. Thorez qui chiale en m'insultant et sa cathédrale affalée sur le ciment. J'ai jamais la force d'attendre que les surveillants aient foutu le camp pour lui mettre sa raclée, ça fait chier. J'arrive jamais à me retenir, je sais même plus sur qui je cogne, si c'est sur Thorez ou sur les matons. Je cogne, et lui qui se défend même pas, à croire qu'il me prend pour son père, merde. Nathalie. J'ai plutôt l'impression que vous vous entendez bien. C'est parce qu'il est toujours content quand il te voit. Quand il te voit, il se dit « Voilà la fiole. Dans moins d'une heure, Susini est hors de course. » Quand il te voit, il ne peut plus cacher sa joie. Oui, vraiment, ça fait chier. Ça fait chier d'avoir loupé la promenade. Déjà, la douche, c'est réglementé. Moi, j'ai envie d'être mouillé. Voilà, j'ai envie d'être mouillé. Vous seriez dehors, sous la pluie, je suis sûr que vous auriez envie d'être au sec. Et alors? Là, j'ai envie d'être mouillé. C'est maintenant que j'ai envie de me faire tremper. C'est maintenant. J'ai envie de sentir la pluie, l'odeur de la pluie. Il ne me manquerait plus que ça, un bon rhume. Mais ça aussi, j'ai envie, parfaitement. J'ai envie d'avoir froid, puis d'avoir chaud. J'ai envie de crever de fièvre. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Monter à 40, exploser le mercure. Il y a des cicatrices qui ne parleront jamais, ça c'est sûr. Et puis même la boue, j'ai envie de marcher dedans. J'ai envie de me casser la gueule dans la boue. Une gamelle d'enfer. J'ai envie que ce soit glacé et puis que ça sèche en se fendillant. Et puis, oh, ça va. T'es en voiture ou à pied? Voiture. T'aimes ça rouler sous la pluie? Bon, ça m'oppresse, moi, d'être au sec quand il pleut. Tu vois pas comme je suis énervé? Bien sûr, ça commence à s'infecter. Je pense à sa blessure. Ouais, je suis pas bien, quoi. Tu peux pas me filer un calmant? Quand tu auras fini avec les croûtes, tu pourras bien me filer un calmant, un tout petit. Mais vous ne pouvez pas prendre un peu sur vous, monsieur Susini? Un tout petit calmant, un demi. Allez, un demi calmant et tu diminues la fiole de ce soir. Tu veux bien? Bon, allez-y, faites votre cocktail. Ah, je suis pas bien, là. Tu pourras prendre ça, c'est à cause de la pluie. J'ai l'impression d'être à la piscine, bloqué dans les vestiaires. J'étouffe, là, tu peux pas comprendre. Ne commencez pas à vous raconter des histoires, pensez plutôt à autre chose. Voilà, c'est fini. Et le calme revient provisoirement. Provisoirement parce que ce Susini est assez légitimement animé de désirs très violents. Et elle est plutôt agréable à regarder, la petite Nathalie. Et là, tu as imaginé une scène absolument étonnante où il exprime le désir dans sa brutalité, dans sa violence, désir qu'elle semble comprendre. Est-ce que je me trompe? Non, mais en fait, c'était... Cette pièce, elle est éditée avec Chaos debout, qui sont deux pièces, pour moi, sur le corps et sur le désir, effectivement, et le désir entravé. J'avais envie de travailler ça au théâtre. Justement, là, il y a un prisonnier et une infirmière qui est donc du côté de ceux qui détiennent. Et qu'est-ce qu'on fait du désir quand le corps est prisonnier? C'est-à-dire, effectivement, s'ils étaient dehors, elles pourraient partager ce désir. S'ils étaient dehors, ça pourrait être une jolie scène de flirt, de drague, de séduction.
S'ils étaient dehors, ça pourrait être le début d'une histoire. S'ils étaient dehors, ça serait une possibilité. Et le fait d'être en prison, tous les codes sont inversés. Tous les codes de l'humanité sont inversés. Donc ce qui est un désir exprimé devient une violence. Parce que le désir exprimé en prison est forcément un désir à réprimer. Donc s'il continue à envahir cet homme et s'il le dit, s'il le montre, s'il le nomme, ça devient une agression. Ce qui m'intéressait, c'était ça justement. Ce qui m'intéressait, c'était qu'elle puisse être troublée et ne puisse pas. Il y a un tabou absolu et ce tabou, il vient du fait que il y a un déséquilibre par l'incarcération en soi. Mais ça, c'est un problème dont on parle en France aujourd'hui, les parloirs sexuels en prison. Pourquoi est-ce que... Bon, c'est les textes de Foucault, mais qu'est-ce que c'est la punition? Dans la punition, qu'est-ce qu'on enferme quand on enferme un homme? J'aimerais que tu lises l'un des deux moments les plus forts, les plus violents, les plus véhéments de la part de Susini, qui est donc cet homme emprisonné, cette espèce d'aveu qui est en réalité extrêmement touchant, qu'il va proférer devant l'infirmière Nathalie. Je l'ai mis entre crochets là encore. D'accord. Ok. Alors c'est lui donc qui parle. Tais-toi. Tais-toi, dis plus rien. Bouge pas. Te défends pas, fais comme si c'était pas moi, comme si tu me détestais pas, comme si j'étais ton mec, à toi, qui viendrait de se faire défoncer pour toi, à qui on aurait pété les dents, taillé les veines pour toi. Fais comme si tu me détestais pas. On n'est pas en tôle, on n'a pas peur. On est juste un mâle et une femelle, juste deux sexes qui vont s'emboîter. Pense à eux, rien qu'à eux, oublie-moi. Essaye seulement de sentir que tu vis, là, dans ton ventre, qu'on va être tous les deux dans ton ventre, et puis qu'on va se tenir chaud, et puis qu'on va se bercer, lentement, lentement, et puis, comme des fous, comme si on courait, on va s'évader dans ton ventre, tu veux bien, hein? Ouvre tes cuisses, dis-le-moi, avec tes cuisses, oublie que c'est moi, mais qu'est-ce qui te fait peur? Je t'ai dit, je te donnerai juste du plaisir, pas de la mort. Juste du plaisir, tu me crois? Mais si moi, j'en ai tellement envie, c'est que t'en as envie aussi, c'est qu'on est de la même race. Pourquoi tu pleures? Pourquoi je te fais peur? Je peux pas te faire peur, moi, j'existe pas. Je suis hors circuit, moi, regarde, je suis le mec que tu croiseras jamais dans la rue, que t'entendras jamais au téléphone. Je peux pas te faire peur, je peux pas. C'est juste une fois, c'est juste maintenant qu'on pourrait être ensemble. Après, toi, tu laisseras ta blouse au vestiaire et puis ta jolie petite robe, moi, je la verrai jamais. Ton sac à main, tes talons hauts, je les connaîtrai pas. Pourquoi tu as peur? Regarde, je suis le mec qui peut même pas savoir pourquoi tu pleures. Tiens, peut-être que tu chiales parce que je suis ton homme à toi et qu'on m'a bouclé ici et quand je vais retirer ma main, tu vas gueuler, c'est une erreur. C'est ça, hein? Et puis tu vas venir avec le bus tous les dimanches et puis tu vas m'apporter des petits cadeaux. Pourquoi tu détournes tout le temps ton visage, tu grimaces comme si tu avais marché sur une araignée? Pourquoi je te dégoûte tout le temps? Mais t'entends pas ce que je te dis. Je te dis que j'ai envie de te baiser comme une femme, tu comprends? T'as appuyé, hein? T'as trouvé le bouton d'urgence et puis t'as appuyé, c'est ça. Il va falloir leur raconter. Je les entends, qui courent comme des chiens. Ouais, ils vont arriver comme des chiens. Ah bah pas facile de lire ça, merci. Je trouve que tu t'en sors très bien.